continue à regarder le ciel. Je continue de regarder le ciel. Enfin, je continue, quoi. Ce matin, il était assez fantastique. Oui, parce que je me suis levée tôt, réveillée par un livreur. Ah, c'était de 8h30 à 11h30, il était là à 8h30 pétante, le jeune homme. Un ballot de laine, enfin de pelote de coton. Plus un truc en express, oui, parce que je devais faire un châle d'alpaga, c'était un cadeau. Mais ça fait des mois que je suis prévenue pour un anniversaire. Et en fait, impossible de réassortir la couleur que je cherche. À chaque fois que je refais une commande, presque exprès, je prends d'autres trucs et puis... mais j'ai pas ce que je veux. Oui, là où je me fournis, toutes les couleurs sont pas toujours disponibles. C'était assez étrange, depuis 3 mois comme ça. Alors j'en ai pris mon parti et je vais bien voir ce que je peux faire. De toute façon, quand quelqu'un me demande une couleur précise, comme par exemple un bonnet couleur miel, dans les laines que je proposais, alors j'ai bien regardé dans l'offre qui m'était proposée à moi, peut-être que les gammes sont plus étendues mais que je ne pouvais pas obtenir cette couleur. Je n'ai jamais eu de couleur miel, alors je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai pas eu de nouvelles pour terminer. Je pense que la personne n'avait plus besoin de son bonnet, ou plus envie. Ouais, il y a des commandes qui passent à l'as comme ça. On a quelques-unes. C'est-à-dire que si on est dans l'état d'esprit commandé en un clic et tout ça, non, c'est pas du tout ça. Beau mais pas cher, hein. Faut que j'arrête peut-être de me positionner là-dessus. Beau mais pas cher, mais surtout pas cher du tout, mais exceptionnellement beau au niveau des matériaux. Non. C'est difficile de se positionner dans ce monde, hein. Dès qu'il y a l'argent. Alors je rêve. Je rêve, mais activement. Non, je ne théorise pas. Je construis un monde de romans. Alors je ne sais pas si ça va devenir effectivement un roman. Je peaufine... Non, pas les épisodes, il n'y a pas d'épisode. Je pensais à quelque chose hier, en jardinant. Ou avant-hier. Non, j'ai pas jardiné hier. J'ai tricoté. Ouais, j'ai passé la tondeuse, comme André Louis Osière, puisqu'il ne vient pas. Et le mec a définitivement disparu. Hein. Mais bon, je me suis occupée moi-même. Oh là là, une grande rayure dans le ciel, hein, que je vois de la fenêtre, là. Elle vient d'arriver. J'étais là à vous parler, je regardais le bas de la fenêtre et dans le haut, une grande traînée. Oui, c'est commencé, j'ai dit que c'était beau ce matin. Mais j'étais en train de... Oui, tout en tondant la pelouse, en coupant l'herbe, hein, plus exactement. Je vous expliquerai plus tard comment je coupe l'herbe. Un peu comme Gaston, en passant autour des fleurs ou autour des grandes touffes d'herbe. Mais oui, l'argent fausse tout... L'idée que je voulais développer... Ah oui, non, c'est pas ça. C'est que pour construire une histoire qui vous tienne en haleine, il faut des rebondissements. C'est ça que mon père expliquait dans son analyse du récit. J'ai pas lu ces bouquins du reste. En fait, maintenant, ça me paraît évident. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il est vrai que ça peut être des sujets qui m'intéressent. Mais déjà, ma mère est illisible, hein, accrochez-vous. Et puis, mon père, c'est des bouquins de spécialistes et je pensais en avoir eu l'essentiel dans mon enfance et mon âge adulte. Mais je me dis, il manque les bases. Oui, parce qu'une culture de vernis, c'est pas suffisant pour parler d'une chose vraiment précisément. Quoi qu'il en soit, dans son analyse du récit, mon père disait que toute histoire a la même ossature. Quelle que soit l'histoire qui est racontée. Alors vous pensez que ça, c'est une donnée importante à mettre dans un coin de votre tête. Je sais, je le répète souvent, je ne le martellerai jamais assez. Ouais, j'ai changé de ton depuis le début quand je parlais du ciel. Ah là, je m'échauffe, je redeviens la prof là. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Hein. C'est ça que j'ai appris par imprégnation et finalement que je fais bien aussi. Mais en attendant, si vous prenez conscience que toutes les histoires de cinéma ou les histoires qui vous sont présentées comme les actualités, les informations, tout ça est scénarisé d'une même façon. Même quand le journaliste ou le technicien d'information, il faudra vraiment qu'on reparle de ça, mais oui, c'est officiel, c'est leur dénomination officielle sur leur fiche de paye, les techniciens de l'information, ils ne sont pas tous journalistes. Faut qu'ils produisent du remplissage pour les pages du Canard, quoi. Quand c'est de la presse ou des petites des séquences vidéo quand c'est télévisé. Chaque article ou vidéo est scénarisé.
Bon, on va faire un premier plan. Vous vous souvenez, quand on avait regardé... on avait regardé Michel Tournier, là. Ça commence sur le village avec le monument aux morts en forme de bite, après l'église, et après son presbytère. Et après, on entre à l'intérieur du salon. Ouais. Et au tout début, on le voit rentrer avec un enfant dans le presbytère. Après, l'enfant n'est plus là. Mais c'est le même jour. Et donc tout ça, c'est un scénario. C'est un film. Bon, c'est pas censé être de la fiction, mais c'est quand même un film. Ah bah d'abord on va filmer ici, ou les plans de coupe généralement on les fait après, sauf si le temps est beau, on commence par faire le plan de l'église et tout ça. On filme l'interview et à la fin il y a une petite image encore, ou voilà, ou pendant que le mec parle, si c'est vraiment long, on va faire ce qui s'appelle des plans de coupe. Ouais, j'ai pas précisé pour ceux qui savent pas. C'est des plans. Qui ne sont pas directement en rapport avec l'action, mais des plans de remplissage. Par exemple, c'est très très long, je vais parler de la vie à l'ancienne ou je sais pas quoi, et puis là, le journaliste qui est venu me voir, en arrivant ou en partant, il fait des photos de la vue qu'on a d'ici, par exemple, les collines, le bocage, machin, puis il va mettre quelques petits trucs comme ça. Voilà, ça c'est des plans de coupe. Donc ça c'est aussi un scénario, où est-ce qu'on met les plans de coupe, par quelle image on commence, par quelle image on finit, etc. Donc toute chose qu'on raconte est scénarisée, plus ou moins. Ben, comme là ce que je fais, le simple fait que ce soit relativement construit dans ma tête, même si c'est improvisé, et même si je suis une pensée en arborescence, je sais à un moment qu'il me faut revenir à un certain point, si je veux poursuivre une idée directrice. Donc là, l'idée, c'est que toutes les histoires ont le même schéma structurel, qui se présente de la façon suivante. J'en ai déjà parlé, mais c'est un petit peu ardu peut-être, puis je n'ai pas toute l'ossature, mais ça commence en tout cas par la situation initiale. Bah, la petite fille qui vit avec ses parents. La première perturbation, la mère meurt. Voilà, c'est Vassili Salassage ou Cendrillon ou plein d'autres trucs. Hein. Et le père se remarie avec une femme qui déteste la petite et qui arrive avec ses 2 filles. Moi, ça, c'est Vassilissa et Cendrillon. Et donc là, déjà, il faut qu'il y ait une première perturbation, sinon il n'y a pas d'histoire. La petite fille vit avec ses parents. Donc toute la difficulté aussi de construire des histoires pour enfants qui soient calmes et douces. Bah, la petite fille qui vit avec ses parents, il ne se passe rien. Mais pour un enfant, il n'y a pas forcément besoin qu'il se passe quelque chose. Elle peut juste aller se promener dans le jardin et chaque chose du jardin s'anime. Par exemple, les petites fleurs de trèfle qui disent « Goûte-moi, je suis sucrée ». La petite abeille qui dit « Viens voir comme je butine les fleurs ». Elle l'emmène jusqu'au fond du jardin voir les violettes. Et puis, sous l'ombrage de la haie, il y a même des fraises des bois. La fraise des bois lui propose de la goûter. Enfin... Et après, elle rentre chez elle toute rose, avec des étoiles plein les yeux, et les parents lui disent « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et elle lui dit « Elle leur dit « J'ai fait une jolie promenade au pays des fées. » Voilà. Et il est l'heure d'aller se coucher, et la maman fait un bisou sur le front. Voilà. Ça pourrait faire un joli album, bah surtout avec les images, surtout avec les illustrations, mais on pourrait aussi l'imaginer purement écrit avec des descriptions de couleurs, de parfums de la fleur, de formes, des choses pour nourrir l'imaginaire. Mais ça ne marche que pour une petite fille rêveuse, ou une petite fille rêveuse de... Hop là. C'était le gentil facteur, et c'est un gentil colis. Gentil colis, un colis gentil de quelqu'un qui m'envoie un colis. Merci beaucoup, ça vient de Gien. Oh, Gien, c'est super, il y a un pont-canal à Gien. Et il y a de la faïence. Il y a Briard, il y a un pont-canal et il y a de la faïence. Intéressant, hein? Ben, c'est le bassin argileux. Mais, et ici aussi, c'est très argileux. Mais la faïence... la porcelaine de couleur, c'est pas de la faïence, c'est pas de la terre, c'est... Eh oui, faïence et porcelaine. Mais on en parlera un jour si vous voulez. En attendant, on était dans cette histoire où il ne se passe rien. Et pour
intéressé, c'est-à-dire stimulé, il va falloir qu'il se passe des choses, des rebondissements. La première perturbation, la perturbation initiale, hein, et puis la première résolution, et puis ensuite la deuxième perturbation. Si vous regardez un film hollywoodien comme ça, vous verrez, généralement on arrive au moment de la première perturbation. C'est pas ils sont heureux, puis tout va bien, puis là il se passe un truc. Ça arrive, mais dans les films d'action, généralement on arrive directement, ou ça arrive très vite, dans les premières scènes, ou alors les premières scènes, comment dire, c'est comme si on avait chanté la situation initiale qu'on va devoir reconstituer grâce à des indices, des conversations téléphoniques, des conversations entre les gens, ça va nous être, la situation va nous être présentée même par flashback, pour qu'on puisse comprendre qu'avant avant ce truc terrible là qui arrive sous nos yeux, eh bien il y a tout un truc qui s'est passé. Parfois même c'est l'histoire de tout le film de reconstituer la situation de départ, de nous faire reconstituer. Mais en attendant, plus ce sera dramatique, plus ça va nous accrocher, plus il y aura un enjeu à ce qu'on écoute l'histoire. Par exemple, Hercule Poirot, c'est toujours des meurtres. Si c'est juste un vol, on s'en fout. Il faut qu'il y ait quelque chose de dramatique. Oui, parce qu'on est tellement blasé. Donc, de meurtre en meurtre, avec tous ces gens qui jouent les cadavres à la morgue. Ah oui, je voulais vous en reparler de ça. Parce que Florence, une des auditrices, avait dit « Oui, moi je l'ai fait. Faut bien croûter, j'étais figurante et je jouais une morte. » Bon, déjà, ça, c'est pas très sain, si on y réfléchit. Vraiment, symboliquement, c'est pas très sain. Mais bon, si vous êtes acteur et que vous avez une carrière importante, il y a forcément un moment où vous allez jouer le mort. Votre personnage va mourir. Alors au théâtre, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'on sait que c'est du théâtre et que le mec se relève à la fin. Mais là, il y a des... Et puis c'est effacé, on va dire. Enfin, je sais pas. Mais dans un film, il y a des plans qui sont fixés. C'est beaucoup plus inerte énergétiquement. C'est beaucoup plus... je cherche mon mot... pétrifié, peut-être. En attendant, il y a cet aspect-là, mais il y a un aspect beaucoup plus gênant, que dans toutes les séries criminelles, quelles qu'elles soient, en costume d'époque, ou ironique, amusante, ce qui est encore pire, ça nous désensibilise à la mort violente, au traumatisme autour de la mort, parce qu'ils sont tous là en train de plaisanter, parce que ouais, c'est Hercule Poirot et son pote, ils sont en train de plaisanter, mais ils sont chez le mec dont la nana vient de se faire assassiner. Mais on est où? Ça se passerait jamais comme ça dans la vraie vie. Il y aurait quelqu'un, ou la bonne qui viendrait, ou le majordome qui viendrait dire « Messieurs, s'il vous plaît, nous sommes dans une maison de deuil. » Mais en fait, il n'y a pas de deuil, parce que le cadavre est déjà à la morgue pour charcutage. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Où est-ce que je voulais en venir? Mais le respect dû à la personne humaine après la mort. Et ouais, c'est dans les textes de loi, ça. On s'exprime comme ça. Ah, il est où le cadavre? Il est où le cadavre? Pardon? Mais si c'est ton père ou ta mère, j'ose même pas dire ton enfant. Ah, il est où le cadavre? Pardon? La dignité humaine. La dignité de cette qualité de vie donnée par Dieu, qui a habité ce corps un instant. On ne peut pas l'effacer comme ça, d'un revers de main, comme si c'était une vieille chaussure, un truc à mettre à la déchetterie. Un être privé de vie nous parle du mystère de la vie et de la mort, c'est-à-dire de la grâce de Dieu, du souffle qui nous est donné. Et qu'il n'y ait pas une série où il n'y ait pas un moment ça, et le cadavre et la morgue, si c'est pas à toutes les séries, enfin tous les épisodes, et plusieurs fois. Mais ce cadavre encore tout chaud, il est transporté pour être coupé en morceaux, et les 3 jours, et la veille mortuaire, et le recueillement, et les bénédictions, les paroles pour accompagner l'être du voyage depuis la matière jusque... Et oui, il paraît que le corps éthérique reste... Enfin, vous le savez, ça se dit beaucoup, enfin, c'est quand même connu, et puis plein de gens ont eu des expériences du corps éthérique, des fois il part plus rapidement, mais le corps éthérique reste 3 jours auprès du corps, autour. C'est pour ça les 3 jours. On veille un être qui est parti pendant 3 jours. Qui c'est ça maintenant? Qui le fait avec dévotion? Donc voilà, il y a cette programmation, cette engrammage, je sais pas, cet engramme très très puissant
du fait de considérer que puisqu'on n'a pas de lien affectif avec un être humain, ben voilà, c'est quand même un bout de bidoche. Hein. Alors de là à le manger, parce qu'on est trop nombreux et qu'il n'y a plus de bouffe, c'est vrai. Quand on composte les êtres humains, c'est-à-dire qu'on les met... on les met comme ça à pourrir pour être rebidouillés, je sais pas, l'année d'après dans les tomates. Merci bien, quoi. Mais là, je reprends, je remonte jusqu'au point d'arborescence où j'ai bifurqué vers les cadavres, les corps morts et le respect dû à la personne humaine. Je reviens à cette idée de perturbation dans le cours du récit, qui est en fait le cours du récit. Il faut qu'il y ait quelque chose de dramatique. Et plus ces choses sont dramatiques et stressantes, plus il y a de l'action, plus il y a du suspense. Suspense en français. Ouais. Difficile, hein? Et plus il y a d'intérêt, d'attention, d'intérêt. Et plus nous regardons de ces choses, plus nous sommes blasés. Mais fondamentalement, il n'y a qu'un seul scénario quand on remonte au squelette du récit. Alors dans mon roman à moi, il n'y a pas d'événement. Parce que dans une vie heureuse, une vie calme, il n'y a pas forcément d'événement. Le moment du petit déjeuner avec son thé parfumé est un non-événement. Un moment de plaisir que l'on peut goûter avec bonheur. Dans le calme d'une solitude enchantée et recueillie, ou bien dans le partage d'une vie avec l'être aimé ou avec sa famille. Hein, on n'ose plus penser à la famille de nos jours, c'est presque un gros mot. Hein. Et une famille où c'est pas « Allez, dépêche-toi, yeah !» où les petits-enfants bouffent de la merde tout juste sortis du frigo ou du micro-ondes ou d'un paquet ignoble couleur criarde. Non, non, non. La table du petit déjeuner, ou peut-être même la grand-mère de la maison beurre les tartines pour les petits-enfants. Qui lui disent même « Bonne maman !» ou « Mémé !» Et le père s'apprête à prendre son travail. Ajuste-t-il sa cravate de représentant ou de chef de service avant de passer son veston? Ou repousse-t-il sa chaise d'un geste puissant et viril parce qu'il s'apprête à monter sur son tracteur? Je ne sais pas. Mais nous imaginons un moment calme et la maîtresse de maison qui va vaquer à ses occupations, notamment un peu de rempotage, jardinage, s'apprête également à organiser les repas de la journée, la popote du soir qui va cuire en même temps que le repas frugal du déjeuner. Oui, les enfants sont à la cantine et son homme mange sur le pouce avec elle entre deux labours. Ou bien ne rentre même pas puisqu'il est parti en voiture jusqu'au bourg ou à la ville pour travailler, puis il rentre le soir. Mais voilà, elle s'organise comme ça et en fait, elle a tout son temps. Puisqu'il fait beau, elle va sortir la robe de printemps. C'est la première fois de la saison. Elle garde quand même les chaussettes de laine pour aller au jardin. Hein. Puis c'est mouillé, hein, donc il faut mettre les bottes. Mais tout en allant voir où en sont les semis de ces... je sais pas ce qu'elle a semé là, peut-être les épinards, des petits pois, Elle passe la main sur les feuillages des petites haies qui bordent le jardin potager. Elle regarde au passage s'épanouir les primes verts, les pensées. Parce que les pensées, ça fleurit drôlement longtemps. Hein. Et puis, toutes ces pousses vert tendre. Et c'est un bonheur. Et il ne se passe rien qu'une abeille qui bourdonne. Le voisin qui passe en donnant un léger coup de klaxon. Et elle agite le bras par-dessus la grille. Enfin, par-delà la grille, par-delà la haie. L'a-t-il vu? Ça n'est pas important. Cet échange du cœur, cette attention, ce petit coucou est passé. Elle flâne un instant. Oui, ça c'est après que les enfants soient partis à l'école, avec la voisine. Oui, qui les emmène au car. Le car n'est pas tout près. Ah ouais, la voisine parfois les emmène en voiture et parfois les emmène à pied. Ça dépend l'heure à laquelle elle arrive. Dans les prés autour, il y a des vaches et des chevaux. Ça fait un peu de présence. Les enfants, bien sûr, tannent sans cesse les parents pour avoir un cheval. Mais le père a dit non. Non, d'abord vous êtes trop petit. Un poney, papa? Non. Non, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut.
Bon voilà, et la journée va s'écouler comme ça, et l'année aussi, avec son été, son automne, son hiver et son printemps. Les fêtes bien au chaud, feutrées au coin du feu, ou bien les fêtes de la belle saison, quand on est dehors au bord de la rivière. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Non, tout est bien. Le plaisir du travail bien accompli, les bons repas, les enfants qui grandissent, les visites de la grand-mère ou de la tante, les vacances à la mer. Alors j'imagine comment ça pourrait être, non pas dans notre monde qui devient de plus en plus étouffant à force d'obligations absurdes, enfin pas absurdes, elles visent à nous maintenir captifs en esprit et captifs de notre émotionnel totalement irrité et constamment sollicité. Non, un monde où tout est plus simple et plus réel. Un monde où tout ce que l'on touche a été fait avec soin. Que ce crayon que j'ai dans la main a été fait dans une petite fabrique de crayons. Il n'a pas, comme celui que j'ai là, un code barre sérigraphié, avec une série de chiffres, précédé du chiffre de la couleur, et puis un code barre. Puis de l'autre côté, c'est imprimé en doré, la marque, et puis polycolore, attendez, un crayon jaune, aquarellable. Dont je me sers en l'occurrence pour attacher mes cheveux, mais tout aurait été fait avec soin par quelqu'un ou par une équipe. Tout. Il n'y aurait pas de plastique imprimé dans tous les sens avec justement le code barre, le QR code, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, mais au scout, n'en jetez plus, quoi. Des couleurs criardes, le Nutri-Score, le truc le blabla de recyclage, non mais... Au secours, au secours! Pitié! Seigneur, prends pitié! Non, tout serait fait à la main. Les conserves sont faites à la maison. Et les conserves qu'on trouve sur le marché sont faites à la maison, par quelqu'un d'autre. On lui rapporte les pots. Les vêtements sont fabriqués sur mesure. À la maison, c'est fabriqué sur mesure quand c'est la maîtresse de maison ou la couturière. Bien sûr que c'est sur mesure, c'est essayé, etc., etc. Tout serait beau, même les pièces mécaniques. Vous vous souvenez? Non, vous ne vous souvenez pas, parce que c'est pas nos générations, mais savez-vous que les téléphones étaient de très très belles pièces, sinon d'artisanat, du moins industriel, très belles et très soignées, les lampes, les premiers objets électriques. Non pas parce qu'ils étaient électriques, mais parce qu'ils ont été créés en un temps où les choses étaient bien faites. Les ampoules étaient soufflées à la bouche. Oui, ces belles ampoules de verre. Et imaginez ce temps, non pas un temps de forcément ancien, qui évoque pour beaucoup d'entre nous la malpropreté, pas d'eau courante, tout ça. Non, imaginons des systèmes beaucoup plus simples, qui demandent aussi peut-être de temps en temps une plus grande rudesse de la vie, qui nous rend vivants, et musclé, et beau, et sain, mais tout serait beau. La cuisinière, oui, la cuisinière, qu'elle soit à gaz ou à bois, tout en fonte émaillée, magnifique, je sais pas, une bouilloire, pas un brin de ce plastique noir granité pourri, quoi, qui sent quand on le chauffe, pas d'imprimé vulgaire sur les tissus, non, presque rien. Pas d'écriture partout. Des matériaux bruts, des beaux matériaux. Oui, je sais, je le dis souvent, mais du bois encaustiqué qui sent bon, qui a un lustre incomparable. De la lave émaillée. Du verre. Ouais, du cristal au plomb, ouais. Ah, c'est dangereux le plomb. Mais non, pas le plomb, les vapeurs. Des broderies faites de mains de femmes, délicatement, chacune avec son génie propre et son style. Le coup de pinceau, le coup de rabot, le coup de crayon, le tour de main, tout est vibrant de vie. Pour aller quelque part, il faut chausser ses bonnes chaussures, jeter sur ses épaules un châle pour avoir bien chaud. Et les gens que l'on croise sur la route ou le chemin, ainsi vêtus, ainsi chaussés, sont un régal pour l'œil. Tout ce qui recouvre ces corps humains est de belles factures, de belle qualité. Beaux matériaux habilement travaillés par l'artisan.
Alors ça se voit. Quelle prestance, n'est-ce pas? Et même quand il s'agit de vêtements en haillons, quelle grâce, quelle délicatesse, qui nous rappelle à la fragilité de toute chose, au mystère infini de la vie. Oui, je repense à ces kimonos rapiécés et rapiécés, d'un petit point très délicat et très léger qui est en soi une forme de broderie, le reprisage, kimono de soie, constitué de dizaines de pièces superposées, de couches, pour maintenir la légère bourre de coton. Oui, du coton, mais pas du coton cardé et nappé en usine, non, du coton cultivé à la main, récolté, cardé à la main, mis en nappe délicatement sur les pièces de tissu elles-mêmes, sur la table de la cuisine, enfin de la pièce où se réunit la famille, ou peut-être même au sol, puisque les Japonais n'ont pas de table, enfin n'ont pas de table à chaise. Ils sont au sol, dans des espaces d'une vacuité reposante. Ah, quand on travaille, on sort tout, et après, on range tout. Tout est net. Un repos pour l'âme, un régal pour le cœur et l'esprit. Ces kimonos, douillettement calfeutrés de coton qui a poussé là, dans la contrée qui s'étend sous nos yeux. De même que le coton du tissu, pareil, c'est le même. Et la teinture à l'indigo, pareil, ça a poussé là, à côté de la nourriture. Quand autant de soins, autant de délicatesse a été apportée à chaque chose, alors comment vibre l'air dans ce monde-là? Eh bien, je me demande ça très très souvent parce qu'il me semble que je n'arrive plus à voir la vie dans le monde où je suis. Je vois des choses bouger, je vois des oiseaux voler, mais cette qualité vibrante de la vie qui m'a tellement émue à certains moments, je ne la ressens plus. Et je ne pense vraiment pas que c'est parce que j'ai vieilli, que je suis blasée ou que mon cœur s'est endurci. Bien au contraire. Mon cœur s'est adouci, il s'est détendu, il s'est ouvert au fil du temps, avec la compréhension de sinon qui je suis, du moins qui je ne suis pas, et de tous ces mensonges. Mais c'est que la couleur a changé, la couleur du ciel, la couleur du soleil, ce voile constant et cette poussière qui est dans l'air, ce voile qui est dans l'œil des humains, ce voile à l'âme, et puis cette vie de plus en plus obligatoirement facile et dénuée de sens. Et puis ces paysages, oui, est-ce seulement moi qui ai vieilli? Enfin, comment pouvez-vous dire ça? Les paysages que j'ai traversés à 25 ans, s'ils ne m'émeuvent plus maintenant, ce n'est pas que c'est une redite, parce que ce n'est pas une redite. La couleur du ciel est dégueulasse. La lumière est terne, aveuglante et aplatit tout comme un mauvais néon. Et puis regardez-les, ces paysages. Est-ce que ce sont les mêmes, vraiment? Ces champs d'éoliennes au large, là où on admirait la mer, là où l'œil se perdait dans l'immensité et se reconnectait au mystère de l'être, de la vie, du néant? Non, plus moyen maintenant. Et me retournant, que vois-je? Un champ de panneaux solaires, des antennes relais, des voitures de plus en plus ridicules et agressives, et un nouveau supermarché. Alors c'est moi qui ai vieilli, qui suis blasée parce que j'en ai trop vu? De grâce. Alors il me plaît de m'imaginer, pour ce roman qui n'en est pas un, pour ce décor qui est bien plus qu'un décor, parce qu'il est lui-même, l'action est plus que l'action. Action, c'est agir. Et là, ce que je veux toucher, c'est l'être. Une présence à la douceur de vivre. Alors je regarde chaque chose autour de moi, ce que nous faisons souvent, mais inconsciemment. Si elle est belle, je la garde. Si elle est laide, je l'efface. Je l'efface volontairement, c'est-à-dire que je la vois toujours devant moi. Ces gaines de plastique dans lesquelles tu cours des tuyaux même plastifiés de fils de cuivre, et qui aboutissent à des interrupteurs en plastique d'une forme dégueulasse et qui prennent une place de dingue. Non,
Non, ça, je ne garde pas. Donc je les vois, je les ai sous les yeux, mais je dis non. Et s'il y avait autre chose? Par exemple, le petit bouton de sonnette tout métallique. Tac, tac. Qui est un plaisir à manipuler. Et qui, lui, est tout petit et tout rond. Mais je parlais de la beauté des objets électriques des anciens temps. Ces interrupteurs ont été encore plus beaux, de porcelaine. Et il n'y a pas que le dessin, l'aspect visuel qui avait été privilégié, mais aussi le toucher. Et non seulement le toucher, mais l'action dans le toucher. Tac. Un peu de résistance, mais pas trop. Une préoccupation sensuelle à toucher et manipuler ces objets du quotidien, qui est totalement oubliée maintenant. On parle d'ergonomie et de design, mais ça c'est mort. C'est le monde de l'intelligence artificielle. Je veux dire du mental. Vous m'avez comprise, l'intelligence artificielle qu'on nous vend maintenant, ce n'est qu'une extrapolation du mental. À moins, comme je l'ai déjà avancé, que ce ne soit le contraire. Notre mental de type intelligence artificielle n'est pas à nous. Or, il est constamment stimulé par les histoires, par le besoin de transformer la matière d'une façon toujours mieux, toujours plus, toujours davantage, toujours plus. C'est typique du processus mental, que j'appelle dérégulé. Mais le cœur, lui, il veut des belles choses. Quoi de plus beau pour la maman que le dessin de son enfant, qui apprend à peine à manipuler crayons ou pinceaux. C'est émouvant. Et c'est émouvant parce qu'il a dessiné une fleur pour elle. Et ça, ce n'est pas le processus mental, c'est l'élan du cœur. Si cet élan du cœur est absent de nos vies, ça donne... Vous savez ce que j'allais dire? Eh bien, ça donne le monde dans lequel nous vivons.